Stolas, l'oiseau, que dis-je, le pigeon qui divise la fanbase. Ce simple nom suffit à déclencher des tempêtes sur internet. Pour certains, c'est le prince maudit, tragique, prisonnier d'un amour impossible dans un enfer sans tendresse. Et pour d'autres, il incarne la décadence même d'Elphaba, le symbole vivant de tout ce qui va mal dans la série. À ses débuts, Stolas fascinait, son charisme, sa voix, sa vulnérabilité, tout laissait croire à un personnage complexe, attachant et presque poétique. Mais au fil des épisodes et des saisons, quelque chose s'est brisé. Ce qui devait être une romance maudite est devenu une farce gênante. Ce qui devait être une tragédie s'est transformé en malaise. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment le prince érudit des Goetia, adoré à ses premières apparitions, est-il devenu l'un des personnages les plus détestés de l'animation indépendante? Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un naufrage émotionnel et même pécuniaire. On va parler de son écriture déséquilibrée, de ses actions et de sa décadence et dépendance au chibre, de sa contraction malaisante et de ses contradictions morales et surtout de la dissonance globale d'Elphaba. Et comme vous commencez à me connaître aussi un peu, on fera un détour par de la critique sociale, parce que derrière tout ce cirque, il y a un vrai message culturel. Et soyons clairs dès le départ, cette vidéo ne sera pas une critique, ce sera une boucherie chirurgicale, une autopsie macabre d'une œuvre qui s'est perdu dans son propre rythme. Donc, petit message aux âmes sensibles, surtout celles qui sont venues chialer sur ma vidéo critique d'Angel Dust, tu peux la retrouver sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou dans la description de cette vidéo. Si t'as pas le cœur solide et si t'as zéro maturité critique, éteins tout de suite la vidéo, genre maintenant, parce qu'ici on ne va pas faire une attaque personnelle, ce serait beaucoup trop simple. Non, on va faire une démonstration clinique. Et je vais vous montrer point par point ce que vous-même, fanbase, dites sur votre pigeon préféré. Et croyez-moi, je vais me faire un plaisir de vous faire bouffer votre propre merde. Alors sans plus tarder, décortiquons ensemble la chute du prince volaille déchu des Goetia. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mes vidéos sur les histoires complètes d'Elphaba et d'Azbin sur ma chaîne principale Aramis Crime, lien en description. Revenons un peu au début. Le pilote et la saison 1 nous présentent Stolas d'une manière assez simple et efficace. Un démon, prince puissant qui échange son grimoire contre des nuits torrides avec Bliss. C'est transactionnel, c'est déséquilibré et c'est problématique, mais c'est intéressant. Pourquoi? Bah parce que, voyez-vous, à l'époque, Elphaba n'essayait pas de faire croire que Stolas était un ange incompris. Il était clairement positionné comme quelqu'un qui abusait de son pouvoir. Il appelait lui son petit diablotin, son jouet Ims, et le traitait comme un objet tout en prétendant avoir des sentiments pour lui. C'était malsain, oui, mais c'était volontaire. Et tout ceci saupoudré d'un échec parental chaotique avec sa fille Octavia. Stolas, à son début, était aussi un père qui essayait, mais qui échouait lamentablement. Et un mari épouvantable. C'était comme ça que nous avait été vendu le personnage. À ce stade, le personnage avait des couches, il était complexe. Un prince prisonnier d'un mariage arrangé, oui, mais aussi quelqu'un qui utilisait son pouvoir de manière moralement douteuse. Un père aimant, peut-être, mais défaillant. Un romantique désespéré, certes, mais aveugle de ses propres privilèges. C'était imparfait, certes, mais prometteur. Tellement prometteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah c'est la hiérarchie sociale d'Elphaba, et même plus largement la hiérarchie sociale du Hellverse, c'est le point de départ. Et ça, avant d'aller plus loin, il faut que ce soit clair, parce que c'est un truc que beaucoup de défenseurs de Stolas préfèrent ignorer. Certains le font involontairement, ok, peut-être parce qu'ils sont trop jeunes pour capter les différents niveaux de lecture d'une œuvre, ou peut-être parce qu'ils manquent de recul, ou ils voient juste des paillettes et des blagues, ou un hibou sexy qui chante. Puis t'as les autres, ceux qui comprennent très bien, mais qui ferment les yeux par pure mauvaise foi, ou pire encore, par ignorance culturelle. Peu importe la raison, à un moment donné, il faut poser les bases. Car le concept de classe sociale, celui de notre monde appliqué au Hellverse, il est fondamental pour comprendre le problème de Stolas. Pourquoi? Bah parce que tout simplement ce qu'il fait, ce qu'il vit et la façon dont la série le présente, tout est lié à sa hiérarchie. Et quand on la comprend vraiment, on réalise que le personnage n'est pas juste tragique, il est symptomatique. Et je vous l'ai dit clairement, il a les mêmes symptômes que Charlie Morningstar dont on a déjà parlé dans une autre vidéo que tu trouveras sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou dans la description de cette vidéo. L'enfer est divisé comme ceci dans le Hellverse. Au sommet, vous avez Lucifer Morningstar, le big boss des enfers. Il est le maître incontesté, il est le roi. Et bien sûr, la famille royale tient aussi un rang très haut. Vous avez donc
donc Charlie et Lilith juste en dessous. Ensuite, vous avez les 7 péchés capitaux, qui sont un peu l'équivalent des vassaux et des grands seigneurs de notre monde. Puis viennent les Goetia, la famille de la noble aristocratie démoniaque, dont Stolas en fait partie. Ce sont l'équivalent des marquis, des comtes et des autres ducs. Et en dessous, il y a les overlords comme Alastor, dont j'ai fait une vidéo que tu trouveras dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou en dessous de la description de cette vidéo. Et tout en bas, vraiment tout en bas, vous avez des pêcheurs, des Elwood et des Imps. Et dès lors, un rapport de pouvoir s'installe. Blitz est un Imp et Stolas est un Goetia. Et ça, mes petites chialeuses de la critique, ce n'est pas juste une différence de classe sociale. C'est un gouffre. C'est comme comparer un milliardaire aristocrate à Elon Musk ou encore Jeff Bezos à quelqu'un comme toi, ton père, ta sœur ou tiens, comme moi, ma gueule. Ou non, pire que ça, c'est comme comparer un propriétaire d'esclaves à son esclave. Parce que oui, dans l'univers d'Elvaboss, les Imps sont littéralement traités comme des objets, des serviteurs, des accessoires. Et l'épisode du cirque le montre parfaitement. Le père de Stolas, Paimon, achète Blitz pour une journée comme un accessoire, un jouet. Blitz, enfant, est mal à l'aise, mais personne ne se soucie de son consentement. C'est un imp et on l'achète pour quoi? Pour qu'il soit un divertissement et il n'a pas le droit de dire un mot. Et cette dynamique de pouvoir, ce n'est pas juste un détail de background, c'est le cœur du problème avec la romance Stolis. Parce que quand Stolas propose son arrangement avec Blitz, coucher ensemble une fois par mois en échange de son grimoire, ce n'est pas juste une problématique de réciprocité, c'est littéralement de la contrainte sexuelle maquillée en échange de bons procédés. Car en réalité, il n'y a vraiment un échange que lorsque les deux parties ont le choix. Mais là, Blitz n'a pas le choix. Sans son grimoire, son business s'effondre, il perd tout, sa famille, son rêve et son indépendance. Stolas le sait, il le sait très bien, mais il l'utilise parce que son pouvoir lui permet d'obtenir du sexe, j'ai envie de dire, gratuit. Et les groupies de Stolas viendront dire ouais, mais non, mais il ne l'a pas forcé. Non, techniquement non. Mais écoute bien, Julie, regarde, j'ai des photos de toi compromettantes. Je te propose un échange corporel de bons procédés. Mais je te force pas, hein. Non, c'est toi qui décides, hein. Mais MDR, ou écoute ça bien, Enzo, je te file 500 balles pour payer ton loyer, et en échange, on fait juste du sport de chambre toute la nuit, sinon demain t'es à la rue. Mais t'inquiète, hein, je te force pas, hein, c'est toi qui vois, mais lol. Sachez-le, jeunes auditrices et auditeurs, que quand votre survie, quelle qu'elle soit, économique, psychologique, voire même pire, physique, dépend du fait de coucher avec quelqu'un qui détient tout le pouvoir face à vous, ce n'est pas du consentement, c'est de l'emprise, c'est du harcèlement. Et donc, apprenez à reconnaître les signes pour mieux les distinguer, mieux vous en échapper, ou abonnez-vous à ma chaîne Curious Crime, lien en description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne où on parlera de ce type de problématique bien plus en profondeur qu'à travers un anime. Et surtout, demandez de l'aide à votre entourage ou à des professionnels, des numéros existent pour ça, notamment celui qui s'affiche là. Et le pire, c'est que Stolas ne comprend même pas qu'il fait quelque chose de mal. Pour lui, ce sont des égos, il pense sincèrement qu'ils sont juste deux personnes qui s'aiment. Son aveuglement à son propre privilège est si profond qu'il ne voit même pas le déséquilibre massif entre les deux. Il n'a vraiment rien à envier à une Charlie niveau aveuglement de sa condition sociale. Et c'est là que tout commence à partir en vrille, parce que dès lors, on a l'impression que Vivzi, ayant écrit un personnage trop représentatif des situations réelles, ne sait plus quoi en faire de lui, et a commencé à nous faire croire que Stolas était une victime. Et ça, c'est un comble. C'est comme si je me disais que Mark Zuckerberg était une victime. Pas une personne imparfaite avec ses défauts, non, une victime avec ses faiblesses et ses défaillances. Stella, on apprend qu'elle a toujours été horrible dès le premier jour. Pas de nuance, pas d'explication, juste une méchante unidimensionnelle qui déteste Stolas parce qu'elle est méchante. Et boum, Stolas n'a plus aucune responsabilité envers l'échec de son mariage. Alors qu'on les connaît, nous, les raisons, elles étaient établies depuis l'épisode 1, c'est son appétence pour le chibre et l'arrangement qu'il a avec Blitz. Soudainement, Blitz devient le problème. C'est lui qui ne comprend pas les sentiments de Stolas, c'est lui qui fait tout tourner autour du sexe, mais attendez, qui a créé cet arrangement basé uniquement sur le sexe déjà? Je vous pose la question, dites-le moi en commentaire avec sa grosse tête de pigeon là. Et Octavia, à chaque fois qu'elle interpelle son père sur ses conneries, la série s'empresse de nous montrer à quel point Stolas souffre, à quel point il est dur pour lui d'être un père et pour elle d'être une fille adolescente qui se sent mal dans sa peau en fait, c'est une adolescente, il s'attendait à quoi? C'est d'un ridicule sans nom, le mec est devenu une caricature de lui-même et ce n'est même pas de sa faute, c'est la faute de sa créatrice Vivzi Pops, et on en reparlera de celle-là dans une prochaine vidéo, mais on va poser les bases petit à petit ici dans cette vidéo pour justement préparer la prochaine vidéo sur les problématiques et les polémiques
concernant Bibsy Pops et surtout son niveau d'écriture. Mais petit disclaimer quand même, parce que je sens les aigris arriver, non pas qu'elle écrit mal, en vrai de vrai la série est bonne, elle est même vraiment bonne. Le truc c'est qu'elle nous fait des traitements un peu à la Toyotaro pour ceux qui connaissent avec TBS ou encore à la Masashi Kishimoto avec Naruto. Ça veut dire elle plante des bonnes épines, de très bonnes épines, mais après, en fait, Neji avait raison. Et encore une fois, le cirque est un exemple parfait de cette Woody-faction. L'épisode nous montre Stolas et Blitz se rencontrant pour la première fois enfants, établissant déjà que Stolas est peut-être un peu spécial par rapport au reste des Goetia. Sauf que là, ça tue totalement la dynamique intéressante de l'arrangement mutuel entre Blitz et Stolas, et celle d'établir un background qui n'avait pas besoin d'être mis en place. Ce qui fait que, comme dirait l'autre, qu'est-ce que ça raconte? Et malheureusement, ça ne raconte rien de concret. Non mais voilà la situation. Avant, Blitz était juste un imp lambda que Stolas avait rencontré adulte, et dont il était tombé amoureux malgré les conventions sociales. C'était risqué, c'était scandaleux, et c'était alors, j'ai envie de dire, un peu émoustillant. Et surtout, ça forçait Stolas à remettre en question ses privilèges. Non mais maintenant, c'était quoi? Le destin, son premier ami, l'amour de sa vie depuis l'enfance? Non mais à ce niveau-là, autant dire que c'est la prophétie, quoi. Non mais là, rendez-vous compte que toute la complexité morale disparaît, remplacée par du yaoi de fanfiction mal digérée, écrite par une trentenaire en pleine crise d'adolescence, pour d'autres ados tout aussi excités par le pseudo-érotico-fantasmique elle. Et non mais on va être clair 2 minutes, ce qui vous fait bonder et mouiller dans cette histoire, ce n'est pas du tout le fond, c'est la forme, c'est coloré, c'est dark, c'est stylé, c'est un peu Forbidden, Gen Z et Eiji Woki, ça donne l'impression d'être subversif. Mais la vérité, c'est que dans le fond, il n'y a plus rien. Le message social, les contradictions de classe et les tensions morales, tout a été dégommé. Non mais vraiment, pour les acharnés de la gâchette et de la foufoune, là, si vous voulez vraiment lire de la vraie romance gay qui vous fait vibrer, il n'y a pas de honte à ça, mais dans ce cas, allez lire des vrais trucs, de la vraie romance, comme Given, Banana Fish, Yuri on Eye, Heartstopper ou même Song of Achille, des histoires qui parlent vraiment d'amour, de douleur, de désir, mais avec du fond, de la nuance, n'est pas juste du fétichisme esthétique édulcoré de cuir, édulcoré pour TikTok. D'ailleurs, en vrai, Banana Fish, c'est un putain de banger et j'y ai fait une critique à une époque très lointaine, il y a de cela environ 10 ans, sur une de mes premières chaînes YouTube quand j'étais encore un jeune minot. Je vous invite à aller la voir. Ah d'ailleurs, tapez Banana Fish dans les commentaires pour voir qui est arrivé jusqu'à ces moments-là dans la vidéo et je vous passerai le lien et vous allez voir déjà mon ancienne chaîne qui date, il y a 10 ans ou 11 ans en arrière, hein, et aussi cette critique de Banana Fish et vous verrez que c'est un très bon, une très belle œuvre. Enfin bref. Parlons d'Octavia. La série veut désespérément nous convaincre que Stolas est un bon père qui fait des erreurs, mais quand vous avez la liste de ses erreurs, ça devient vite évident qu'il n'est pas du tout un bon père qui fait des erreurs, c'est un père négligent, pour un final. Non mais regardez, il emmène sa fille dans un parc d'attractions pour la réconforter, c'est très bien, mais il invite aussi son amant, qu'il passe tout l'épisode à le draguer devant elle. Octavia est visiblement mal à l'aise et elle le fait remarquer, mais lui, il s'en fout. Il oublie complètement un rendez-vous cosmique qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans, un truc hyper important pour Octavia. Et quand elle se perd sur Terre, c'est Luna qui la retrouve et la réconforte, pas Stolas. Lui, il est occupé à encourager Blitz dans un studio. Et le coup de grâce, c'est que Stolas est prêt à se sacrifier pour Blitz. Noble, n'est-ce pas, me diriez-vous? Sauf qu'à aucun moment, avant d'accepter son bannissement, il n'a pensé à sa fille. Zéro, nada. Ce n'est que quand Asmodeus mentionne qu'elle restera seule avec Stella qu'il réalise que, merde en fait, j'ai une fille. Octavia doit regarder son père choisir Blitz plutôt qu'elle à chaque putain de fois. Et quand elle le confronte finalement au Sinsmas, quand elle lui dit que tu ne m'as jamais aimé, tu l'aimes lui, elle a raison. Les actions de Stolas le prouvent, pas ses mots mais ses actions. Mais la série essaye de nous faire croire qu'Octavia est immature et ne comprend pas réellement la situation. Non, mais elle le comprend parfaitement. C'est juste Stolas qui est dans le déni. Non mais sérieux, à croire que Bibsy Pops nous a fait une thérapie ouverte sous forme de projection du comportement de son propre paternel. Et niveau hypocrisie, on est servi. Full Moon et Apology Tour sont peut-être les 2 épisodes les plus frustrants de toute la série. Parce que c'est là que l'hypocrisie de Stolas atteint des sommets stratosphériques. Dans Full Moon, Stolas décide de libérer Blitz de leur engagement. Noble intention, exécution catastrophique. Premièrement, il ne prévient pas Blitz. Il l'invite chez lui lors du rendez-vous mensuel et habituel, laissant Blitz penser que c'est juste pour une autre nuit de sexe. Puis, il balance toutes ses révélations émotionnelles sans le prévenir et sans préparation. Et deuxièmement, il dit à Blitz qu'il ne l'a jamais regardé de haut.
Oh, le menteur. On a littéralement des dizaines de scènes où il l'appelle par mon petit Tim, ou encore le traite comme un jouet, ou le sexualise publiquement. Et je vous vois venir, ce n'est pas affectueux, c'est juste méprisant et rabaissant. C'est comme si tu disais à ton ami noir « Ça va mon petit chocolat ?» Imagine la dinguerie. Mais c'est sûr qu'il ne l'a jamais regardé de haut, bien entendu. Et pour finir, quand Blitz reçoit une information pareille, chose qui est totalement logique, il est normalement bouleversé, confus et réagit mal. Que fait Stolas? Il le met à la porte sans lui laisser le temps de s'expliquer. C'est vraiment difficile de le laisser terminer pour que tu puisses écouter ce qu'il a à dire. Non, il lui offre un choix, mais refuse d'entendre les réponses qu'il a à fournir. Et ça, c'est vraiment en vrai mesquin et horrible. Puis, dans Apologie Tour, cet épisode essaie de nous convaincre que Blitz doit des excuses à Stolas, pas l'inverse. What the fuck? Le gars a été pigé dans un arrangement un peu chelou quiproquo pendant des mois et il a été manipulé et publiquement humilié. Et c'est à lui de présenter des excuses à l'autre. Stolas obtient un numéro musical entier sur sa douleur, entouré des ex de Blitz qui témoignent que Blitz est une personne horrible. C'est vraiment du victim blaming à l'état pur. S'il te plaît, Vivzi, en vrai, t'écris bien et fais un effort sur ton style narratif. Tu tues des personnages qui avaient la carrure d'être suffisamment pertinent pour soutenir ton propos. Ce qui fait que Stolas est profondément classiste. Et d'ailleurs, c'est aussi l'un des reproches qu'on leur reproche à Vivzi. On en reparlera encore une fois dans une autre vidéo. Problématique Vivzi Pops dans les commentaires, tu connais la chanson. Et je vous vois déjà venir les groupies de Stolas en mode « Ouais, mais il aime Blitz !» Oui, et alors, les propriétaires d'esclaves aussi aimaient parfois leurs esclaves aussi, que ce soit physiquement ou affectueusement. La preuve, les premiers enfants métis d'un homme blanc par une femme noire. Et voilà. Et ça n'a pas empêché la traite négrière, hein, les gars. Et d'ailleurs, Stolas fétichise Blitz pour être un imps. Il trouve ça excitant, voire même exotique, que Blitz soit d'une classe sociale inférieure. Tout comme certains hommes blancs trouvent ça exotique de sortir avec des femmes d'autres cultures. Et oui, là, il est rare de voir des femmes blanches qui se trouvent des renois ou des rebeux exotiques. C'est beaucoup plus les hommes blancs qui font ça sur les femmes d'autres cultures. Et pour le coup, désolé, c'est une balle perdue pour nous les gars, mais c'est la réalité. Donc, on se fait baiser par nos propres conneries. Bref, c'est juste de la fantaisie pour lui, alors que pour Blitz, c'est vraiment crucial. C'est une question de vie ou de mort vis-à-vis de ses finances. Et j'en veux pour preuve la manière dont il traite les autres imps. Il y a cette scène dans Sin Sama où Stolas, déprimé, se cache dans un réfrigérateur. Et en jetant toute la nourriture par terre, un serviteur imps doit tout nettoyer. Stolas ne le remarque même pas. Et il y a aussi le serviteur imps qu'il serre à mort pendant qu'il engueule Stella, utilisant le petit diablotin comme balle anti-stress. Pour Stolas, les imps sont interchangeables, invisibles, des meubles qui bougent. Blitz, c'est l'exception qui, malheureusement, confirme la règle, mais seulement parce qu'il conforte son ego et ses besoins sexuels. Et le plus dramatique dans tout ça, c'est que Stolas ne s'en rend même pas compte. Il pense sincèrement être le protagoniste parce qu'il couche avec un imps, comme des gens qui disent « je suis pas raciste, j'ai un ami noir ». Et la série aurait pu explorer ça, et c'est le principal reproche qui lui est fait par la fanbase. Ça aurait pu être le cœur de l'arc de Stolas, une analyse froide et surtout réaliste, tout en étant une critique acerbe et brillante sur notre époque contemporaine. Réaliser ses propres préjugés, les déconstruire et changer véritablement. Mais au lieu de ça, la série prétend que ces préjugés n'existent pas. Et puis arrive Sinsmas, l'épisode qui aurait pu être le point culminant mais est devenu le cercueil symbolique du personnage. Stolas perd ses pouvoirs, son statut de richesse et est banni pour les 100 prochaines années à vivre comme un imp. C'est censé être sa punition, son arc de rédemption, et il va enfin comprendre ce que Blitz vit au quotidien. Sauf que non, l'épisode passe son temps à nous montrer comment Stolas souffre de ne plus être riche. Il se plaint de la nourriture, il pleure sur le fait de ne plus avoir d'argent, il traite le monde et la vie de Blitz comme quelque chose d'indigne, et ça c'est le comble du privilège. Au lieu d'apprendre l'humanité, Stolas ne fait que ressasser sa déchéance et Blitz, il est là comme un toutou loyal, cuisinant pour lui, le réconfortant totalement, le tolérant ses plaintes et son style de vie. Mais putain, mais même Next Toxic n'est pas aussi drama queen. Blitz qui s'est battu toute sa vie pour être indépendant, qui détestait l'idée d'être le serviteur de quelqu'un, est devenu exactement le serviteur émotionnel de Stolas. Et la série nous présente ça comme romantique, comme de l'amour. Cette scène de la danse de fin, elle est censée être mignonne, mais regardez les yeux de Stolas. Il est vide, il ne rend même pas l'étreinte de Blitz, parce que même maintenant tout tourne autour de sa déchéance et de lui. Et tant qu'on y est, parlons de la famille de Stolas, parce qu'elle aussi illustre un problème bien plus large des Luvaboss, l'incapacité à écrire des antagonistes nuancés.
Stella, pauvre Stella, elle avait du potentiel. La femme trompée, coincée dans un mariage arrangé elle aussi, qui réagit à la colère et à l'amertume, on aurait pu y avoir une vraie exploration entre les deux personnages, piégés dans une situation impossible. Au lieu de ça, elle est juste méchante depuis toujours, aucune nuance, aucune profondeur, juste une garce unidimensionnelle. Puis il y a André Lapillus, un ajout de dernière minute qui n'existe uniquement que pour prendre le rôle d'antagoniste que Stella aurait pu avoir et rendre Stella encore plus inutile narrativement. La série veut désespérément nous faire croire que Stolas est différent de sa famille et qu'il est meilleur, mais honnêtement, il est juste une version différente du même problème. Moins ouvertement cruel, mais tout aussi privilégié et aveugle. Maintenant, prenons du recul et parlons d'Helluva en lui-même. Helluva est censé être une série sur les imps qui gèrent une entreprise de tueurs à gages. C'était censé être fun, dark, comédie, des épisodes variés avec un humour acerbe à la Rick et Morty. Et tout ce qu'on a maintenant, c'est vendu en un épisode pseudo-narratifo-mélodramatique, c'est-à-dire une romance niaise entre un imp et un privilégié. Non mais rappelez-vous, l'épisode 1, il était sensationnel. Quand ils ont dégommé la maîtresse d'école un peu tarée et chelou, la série avait du fun. Maintenant, quand est-ce que les imps ont encore fait une réelle mission utile? D'aucuns diraient que c'est une évolution scénaristique, mais que dalle, c'est plutôt un gouffre narratif sans fond, c'est un vide scénaristique, c'est un recul total. La série a perdu de son essence globale et ça, beaucoup le monde le disent et en fait, ils sont partiellement raison. Non, parce que quand ta fanbase est plus enclin à réécrire ta série que de la comprendre, il y a un problème quelque part. Et en plus, ne parlons même pas de nombreux détraqués qu'il y a par rapport à cette série. Premier degré, en écrivant cette vidéo, j'ai vu des dingueries passer sur Luna, Moxie, et croyez-moi que les bandeurs de furie, ils sont vraiment aux anges. Il y a vraiment de vraies dingueries. Peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo, plus 18, marquez plus 18 en commentaire si vous voulez. Bref, je digresse, mais Stolas, il mange tout le temps d'écran. Chaque épisode doit avoir un moment Stolas. Son moment dramatique où il pleure, son moment dramatique où il chante, où il danse. Bref, c'est une série qui s'appelle Helluva Boss et non pas Helluva Pigeon, frère. Donc, ok, si on laisse les détraqués pour une autre vidéo, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, il nous reste vous, la fanbase. Il y a deux camps, les Stolas suceurs qui pensent qu'il ne peut rien faire de mal, que tout le monde est injuste avec lui et que Stolis est la meilleure romance ever, et il y a les critiques qui pensent qu'il a ruiné la série et devrait être réduit au silence ou en rôle secondaire. Et vous savez quoi, les deux camps ont des points de vue valides. Oui, Stolas a des moments sympathiques, sa chanson avec Octavia est touchante, sa vulnérabilité dans certaines scènes bien jouées, et oui, il est victime d'un mariage arrangé et ça c'est horrible. Mais être victime dans un domaine ne vous excuse pas d'être un abuseur dans un autre, et Stolas c'est les deux, c'est à la fois un abuseur, un gros forceur et en même temps c'est une grosse victime aussi. Et le problème c'est que la fanbase du Hellverse en général ne sait pas doser, elle donne l'impression de ne connaître que cet univers de fiction, de ne s'intéresser qu'à ça et dès que je les sors de la matrix de Bipsy Pops, ils sont comme des poissons qu'on sort de l'eau et ils n'ont aucune notion critique. Et c'est pour ça que des divergences flagrantes apparaissent, de la sympathie pour ceux-là sans jamais tenir responsable de ses actions et de la frustration légitime pour d'autres. Et dans tout ça, Neji avait raison. Et ça frustre légitimement les gens parce qu'on veut aimer Stolas. On a tout pour en faire un personnage complexe et intéressant, mais la série ne nous laisse pas pouvoir accéder à cette complexité. Elle force une narrative simpliste où Stolas est toujours victime de ceux qui l'appellent les méchants. Et tout ça, c'est de votre faute. Et la raison, elle va pas vous plaire, mais je vais quand même le dire. Parce que vous êtes des pigeons de bons gros roucoups. Et vous voyez pourquoi? Parce que vous ne voyez pas la manipulation commerciale derrière. Pas si subtil que ça d'ailleurs, hein. C'est pour vous vendre des jouets et des figurines, ou je ne sais quel autre goodies encore. Soyons clairs, toutes les œuvres font ça, mais elles au moins elles ont la décence de mettre un peu de vaseline avant de vous enculer profondément. Dragon Ball Super, League of Legends et même les Wings, elles vous amènent d'abord dans un bon resto, vous fait passer un bon moment, un bon dîner, et puis elle vous dit quelques mots doux avant de vous baiser allègrement. Mais Bipsy Pops et ses équipes marketing y vont avec la finesse d'un camionneur qui est pressé de retirer sa virginité à une nonne. C'est de la manipulation sentimentale pour mieux vous vider le cerveau et le portefeuille.
Imaginez une version alternative. Imaginez si Stolas était resté un antagoniste moralement gris. Pas un vilain, mais quelqu'un qui utiliserait clairement son pouvoir de manière problématique et la série le reconnaissait. Imaginez si son arc était vraiment de déconstruire ses privilèges et de réaliser lentement et douloureusement à quel point il a blessé Blitz, à quel point il était négligent avec Octavia et à quel point il était aveuglé par ses propres privilèges. Imaginez des épisodes où Stolas doit gagner le respect de Blitz à travers de grands gestes romantiques, mais pas à travers des actions controversées en fait. Ce Stolas-là aurait pu être incroyable, un personnage avec des défauts réels et un arc de croissance authentique et un arc de rédemption complexe. En soi, Stolas n'est pas foncièrement nul en lui-même, il devient juste creux au fil du temps, dû à l'écriture de Vivzy Pops. Et je laisse une fin volontairement ouverte car au moment où j'écris cette vidéo, la saison 3 n'est pas encore sortie. Donc écris Pigeon Fragile dans les commentaires si t'arrives à ce moment-là de la vidéo et pour ce qui est du reste, n'hésite pas à exprimer ton opinion ou à dire ce que t'en as pensé de la vidéo dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici sur Otascrim, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi à cette chaîne ou à mes autres chaînes que tu trouveras en description en fonction des thématiques qui t'intéressent, entre les histoires complètes de tes fictions préférées sur Aramis Crime, de la culture générale et de la critique sociale sur Curious Crime, le gaming et plein d'autres thématiques encore. Et suis-moi aussi sur mes réseaux sociaux, liés en description ou sur la page d'accueil de mon profil. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.